Salut à tous, c'est Alice en voix off parce que j'avais la flemme de sortir le matériel de tournage. Je voulais juste vous remercier tous d'avoir posé autant de questions pour Ghislaine, c'était vraiment super de vous voir participer à ce point. Je vous laisse avec l'interview, elle est assez longue donc j'ai divisé en deux pour plus de confort. C'est la première interview que je fais, donc pour moi c'était le bordel, et pour vous j'espère que ce sera intéressant. Ciao. Je sais pas comment on commence, mais on va commencer. Donc, merci Ghislaine. Oui, de rien, Alice. Alors pour commencer, peut-être, et que tu te présentes, les gens voudraient savoir pourquoi tu as choisi ce métier de scénariste. Ok, donc bon voilà, moi je suis Céline Pujol, je suis scénariste depuis 2002-2003 et j'ai choisi ce métier de scénariste parce que je peux pas m'empêcher d'écrire, je peux pas m'empêcher d'inventer des histoires. J'ai toujours rêvé de raconter des histoires, puis j'ai découvert un jour qu'on pouvait être payé pour ça. C'était un métier et là je me suis dit ouh. Et pourquoi scénariste d'anime ? Parce que il y a le côté un petit peu accidentel dans la mesure où quand je suis sortie de l'école que j'ai fait, le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, je me suis retrouvée à devoir choisir entre la fiction télé française et l'animation. Et comme depuis toute petite, j'adore les dessins animés et que je suis fan de science-fiction et de fantastique. Entre faire un Navarro ou un Le Cornet jugé flic et faire un Code Lyoko, j'ai pas hésité longtemps. En 12 ans, tu as travaillé sur quelle série ? Alors j'ai commencé par Code Lyoko. D'accord. C'est ta première série Code Lyoko ? C'est ma première série. Après je suis arrivée sur le développement de Code Lyoko à l'époque où ça s'appelait encore Garage Kids. Et où le concept était un peu plus complexe et plus évolué. Et puis ensuite... avec le travail qu'on a fait avec la chaîne de télévision, ça a changé. Le concept est simplifié. Les équipes aussi d'écriture ont changé, donc j'ai écrit sur la saison 1 et puis après j'ai disparu des radars de Code Lyoko. Ensuite j'ai travaillé sur Kid Paddle, où là ça a été un vrai plaisir parce que j'étais très fan des BD de Midam. J'ai fait en 26 minutes les nouvelles aventures de Spirou et Fantasio saison 1 et 2. Là aussi ça a été un vrai bonheur, une vraie belle expérience d'écriture. Puis plus récemment, là je viens de terminer, j'ai terminé l'écriture des Chrono Kids. L'écriture sur l'adaptation de la BD Les Légendaires, pas encore diffusée. Bientôt. Et ça c'était juste génial parce que pareil, voilà, c'est de l'heroic fantasy, c'est de l'action aventure et c'est tout ce que j'aime. Et c'est ma spécialité, l'action aventure. Tu as évoqué le CEEA. Quel est ton parcours ? Alors, d'abord j'ai fait des études de philosophie, fac de philo. Une licence et un début de maîtrise rapidement avorté lorsque je me suis rendu compte qu'on payait les gens pour écrire des scénarios. Et j'ai passé un concours d'entrée au CEA, voilà, donc Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, qui prépare 12 élèves par an au métier de scénariste, plutôt pour la télévision, que ce soit en animation ou en fiction, et beaucoup moins pour le cinéma. Du coup, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir une formation pour être scénariste ? Absolument. Absolument. Ouais, c'est vraiment... Il y a des gens qui ont, on va dire, on a le sens de la narration. Moi, je pense que je l'ai toujours eu, mais le fait de faire une formation, le fait de faire le conservatoire, ça m'a donné des outils. Et ça m'a résumé, en gros, en 2 ans, des choses que je savais plus ou moins intuitivement. Ça m'en a appris d'autres. Et surtout, on écrit, on fait des ateliers, on est accompagné par des auteurs professionnels, un petit peu sous la forme du compagnonnage en gros, et on est sans arrêt lu, sans arrêt commenté, et ça nous permet en fait de nous faire vraiment la main. Alors que tout seul, on va partir en sucette, on va rester dans ses erreurs justement, et on va pas forcément progresser. Et en plus, on prend un petit peu, on va dire, la température de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas en télé. Ça permet d'éviter de longues errances ou de grosses désillusions. D'accord. Des compétences dans des domaines autres que l'écriture sont-elles nécessaires pour accomplir pleinement son travail de scénariste ? Alors normalement, non. Mais moi, quand je suis embauchée en tant que scénariste, je suis payée pour écrire, et mes compétences, mon expertise, c'est l'écriture, la dramaturgie, la manipulation des émotions, mais le dessin ou le montage, on ne me demande pas, c'est pas ma partie. Par contre, avoir soit des
des connaissances de comment un film se fait ou comment le dessinateur va créer son personnage ou ses décors, etc. Ça peut être assez important. D'accord. Mais normalement, on ne demandera jamais à un scénariste de dessiner. Oui. Vaut mieux éviter d'ailleurs. Est-ce que c'est dur de trouver du boulot? Au début, oui. Au début, oui, parce qu'on débarque, on n'a pas de réseau, on ne connaît pas les directeurs d'écriture qui vont nous amener sur des séries, on ne connaît pas les sociétés de production, on est tout seul, voilà, on ne va pas travailler dans les studios, donc on est tout seul face à son ordinateur. Et donc oui, c'est très très difficile. Au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience et qu'on acquiert un petit peu de renommée, que les gens nous font confiance, on nous rappelle et on nous propose des projets. Là où, par contre, il ne faut pas être regardant. Il faut accepter de faire du preschool jusqu'à... Enfin, il faut accepter d'écrire tout et n'importe quoi. Si on veut, comme moi, se focaliser plus sur l'action aventure et 26 minutes, c'est plus compliqué parce qu'il y en a moins, forcément. Arrives-tu à vivre de ton métier et combien gagne un scénariste? Un scénariste n'est payé uniquement qu'en droit d'auteur. C'est-à-dire qu'il a une petite avance qui est donnée par le producteur qui lui rémunère le travail d'écriture en cours, et cette avance, c'est une avance sur les droits d'auteur, sur le bénéfice que fera le producteur en vendant la série à l'étranger, en DVD, etc. Et il y a des droits d'auteur qui sont aussi donnés aux scénaristes, enfin qui sont acquis par le scénariste, pardon, lors des diffusions télé, et qui sont payés redistribués par la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. C'est notre seule et unique source de revenus, on n'a pas droit au chômage. Quand ça passe à la télé, on a de l'argent. Si ça passe pas à la télé, on n'a rien, zéro. Enfin, sous les ponts. Donc c'est un paiement seulement à l'écriture, qui est une avance sur les droits d'auteur, sur les bénéfices futurs de la série. Oui. Et un paiement chaque fois que l'épisode est diffusé. En télévision, voilà, avec un tarif dégressif, plus il est diffusé, moins on reçoit d'argent, évidemment. Mais ça veut dire que au début de notre carrière, on ne vit pratiquement que sur les avances qui sont données par les producteurs lorsqu'on arrive à trouver des contrats, des séries sur lesquelles écrire. Et au fur et à mesure que le temps passe et que les épisodes enfin sont vendus à DVD ou surtout sont diffusés à la télé, ça y est, il y a l'argent qui commence à rentrer. Donc un scénariste entrant, un auteur entrant au tout début, il va peut-être faire, j'en sais rien, ça a pu m'arriver moi à mes débuts de faire 6 000 € par an. Donc on a vraiment intérêt à avoir une autre source de revenus à côté. Et puis plus les années avancent, plus on touche le droit d'auteur sur des séries sur lesquelles on a travaillé peut-être il y a 4-5 ans, voire il y a plus. Moi je touche encore des droits d'auteur sur Kolyoko parce que Kolyoko est diffusé. Et tous ces droits d'auteur s'accumulent et en gros un scénariste il peut commencer vraiment à vivre honnêtement, correctement de son métier au bout de 7-8 ans. Avant, il va manger des pâtes. Et faire autre chose à côté en plus. Il fera autre chose à côté, effectivement, en plus. Ce qui est dangereux pour sa carrière, parce que s'il fait quelque chose à côté... Parce que le but, c'est de faire un maximum d'épisodes quand même. Voilà. Et il a plus le temps, et donc... Et puis s'il travaille à côté, il devient hors réseau de scénariste. Il a plus le temps de venir aux ateliers d'écriture, etc. Et c'est très compliqué. La vie d'un scénariste entrant est très compliquée. Et après, un scénariste bien installé dans le métier, qui a un petit coussin de droit d'auteur chaque année qui tombe et qui continue à faire des séries, on va dire qu'il se situe entre 40 et 60 000 € l'année, on va dire en moyenne. Sachant qu'il n'a pas de congé de payer, donc il y a ses congés qu'il doit gérer aussi. Et il a ses charges à payer. Sa retraite, ses cotisations retraite, sa sécurité sociale, etc. C'est prélevé de cette somme d'argent. Donc ça paraît gros, mais en fait à la fin de l'année, il reste beaucoup moins. Il reste beaucoup moins et on ne sait pas ce qu'on va gagner d'une année à une autre. Donc il faut mettre beaucoup d'argent de côté pour voir venir. Pour parler un peu de la liberté du scénariste et de ce qu'il a le droit ou pas d'écrire, est-ce que toi, par exemple, on t'a déjà censuré? Est-ce qu'on m'a déjà censuré? Oui, plein de fois. Moins sur des concepts d'épisodes que sur des dialogues. Nous, notre plaisir en tant qu'auteur, c'est d'avoir les dialogues les plus vivants et les plus fun possibles. Et puis aussi, puisqu'on s'adresse aux enfants et aux parents qui regardent avec les enfants, c'est d'avoir des dialogues, si possible, à double sens, qui vont donner une information au jeune public,
mais qui vont dire autre chose aux parents. Des petites références, des petits clins d'œil, tout simplement, des petits clins d'œil à des séries existantes, les jeux de mots aussi, ça peut être censuré. On censure une référence adulte en disant que les enfants ne vont pas comprendre. Les jeux de mots, on censure pourquoi? Pour la compréhension du public. C'est ça. Après, j'imagine qu'il y a de la censure. Alors il y a de la censure, sur le contenu évidemment pour pas avoir tout ce qui est référence à l'allusion sexuelle, n'en parlons pas évidemment. La censure sur la violence. Alors pareil, c'est toujours difficile d'écrire des épisodes action-aventure dans lesquels il va y avoir des combats. Quelle est la frontière entre un combat et de la violence? Voilà, c'est lié à l'interprétation tout simplement du chargé de programme et des psychologues qui peuvent être embauchés par les chaînes de télévision pour dire ah bah non, ça c'est un geste trop violent ou une séquence d'action trop violente qui fait trop peur, qui est trop anxiogène et qu'on ne veut pas voir dans le dessin animé. Voilà, nous on remballe notre scène et puis on écrit autre chose. On peut avoir des thématiques, ça m'est arrivé de façon plus rare d'avoir des thématiques effectivement qui ont été censurées, des thématiques liées aux stéréotypes de genre notamment, ça malheureusement c'est peut-être plus fréquent qu'il n'y paraît. Il y avait une question de quelqu'un sur la chaîne justement qui voulait aborder la question de l'écriture des personnages féminins. Qu'est-ce qu'on te demande comme perso féminin? Y a-t-il des stéréotypes très genrés, voire carrément sexistes? Que peut-on faire en tant que scénariste pour éviter cela? Alors c'est intéressant tout ce qui se passe autour actuellement des stéréotypes de genre, c'est parce que moi je m'y intéresse de près depuis quelques années et je me suis rendu compte que moi la première, lorsque je créais mes séries animées, j'étais dans le stéréotype de genre. Parce qu'on est fan d'animation ou de jeux vidéo et on répète des schémas de séries ou de jeux ou autres qu'on a vus, qu'on a appréciés et sans s'en rendre compte, on crée par exemple une équipe de héros, et bien on crée 4 garçons et une nénette et qui c'est qui est dans les ennuis, qui c'est qu'il faut sauver, qui est tombé dans le piège du méchant, c'est la nénette. Qui c'est qui a les pouvoirs psy, qui c'est qui fait de la magie, c'est la nénette. Et les autres, ils sont... c'est jamais le leader, hein, la fille, c'est très rare en tout cas. Comment on fait évoluer les choses? Donc déjà, c'est cette première étape-là, faire gaffe à distribuer les rôles, les attributs en fait de héroïques de façon équitable. Et le problème, c'est que nous, on est donc à la base de l'écriture, on peut... être même épaulé là actuellement, il y a pas mal de gens dans les chaînes de télé qui réagissent bien par rapport à ça. Enfin, on voit quand, par exemple la création d'une série comme Miraculous, Ladybug, où on a une héroïne, une vraie super héroïne enfin. Même je vois sur les super forts, la façon dont le personnage de la pirate Ruby a été écrite, elle correspond pas du tout au stéréotype de la fille, quoi. Elle est vénale, elle est terrible. Ce personnage féminin vénal, c'est un stéréotype aussi. Oui, mais alors pas dans le même sens, parce qu'elle elle va les détrousser, chaque coffre fort, et elle a tous de beaux défauts qu'on attribuerait plutôt aux garçons. Parce que oui, il y a une petite tendance à vouloir trop idéaliser les filles elles n'ont pas trop de défauts, et au final c'est pas des personnages très intéressants, parce qu'elles sont toutes lisses, c'est pas fun quoi. Mais bon, donc ouais, nous on peut travailler là-dessus, et le problème c'est que derrière il y a des graphistes, qui sont souvent d'ailleurs moins sensibilisés à ces choses-là dans leurs écoles à eux, qui sont beaucoup... Il y a plus de garçons d'ailleurs, j'ai un peu l'impression, chez les réalisateurs, il y a très peu de femmes qui réalisent. J'ai prévu 2 vidéos sur ce sujet-là en fait. Bon, c'est bien, ça les prépare, c'est parfait. Ok. Bah oui, mais moi là je donne des cours dans une école d'animation 3D, et il y a beaucoup plus de garçons que de filles, et puis quand ils commencent à designer leurs personnages, même féminins, bon bah c'est... on tombe dans le stéréotype. Et donc je leur en parle et puis c'est vrai qu'ils commencent à réfléchir à oui c'est vrai. Ils sont pas sensibilisés à ça. Donc oui, on peut se retrouver avec... ça m'est arrivé récemment. J'écris un épisode avec un expert, un scientifique, et instinctivement, sans faire gaffe, c'est un expert scientifique, j'en fais un homme. Et comme je suis sensibilisée à ça, je me dis oh bah attends Gisèle, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas bien. Donc je me force et puis j'en fais une femme au final. Et c'est bien, je suis contente, la chaîne est contente, on dit ah c'est bien et tout. Ça part à la prod avec un graphiste, le réalisateur, donc
le storyboard, et puis je vois arriver le dessin animé, il avait été transformé en homme. Ah merde. Ben oui, c'est plus logique. C'est un expert scientifique. Bon, tant pis. Et la chaîne n'a pas demandé à ce que ça devienne un perso féminin? Ils n'ont pas forcément fait gaffe. Alors c'est vrai que les chaînes de télé sont souvent très très à cheval sur ce qu'on écrit. Et puis après, sur les boards, etc., ça arrive beaucoup plus tard. Elles se souviennent plus forcément de ce qu'elles avaient validé. Et des fois, il y a des choses qui passent à la trappe, alors que nous, on nous a pris la tête. On s'est pris la tête même pour bien... Voilà, ça c'est des choses, malheureusement... On t'a déjà dit d'écrire directement les persos féminins de telle ou telle manière? Oui, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que, comme on a très très peu de temps pour écrire, on peut malheureusement tomber dans le stéréotype, enfin, recourir à des réflexes stéréotypés. Et là, c'est le producteur, enfin c'est souvent la productrice ou la conseillère de programme dans les chaînes qui nous dit oh bah la fille là, c'est quoi cette livrerie? Et là on a honte et on dit mais bien sûr. Et là oui, on a pu me demander, ou on demande au scénariste d'être bienveillant avec les personnages féminins pour qu'ils soient intéressants et fun et pas juste des gens qui tombent dans des pièges qu'il faut sauver toutes les 30 secondes. Donc c'est plutôt positif, mais en étant constamment vigilant parce que c'est toujours pas évident pour qui ce soit. Oui, et puis en plus on peut, à cause justement des coproductions internationales, au contraire, dans certains pays, demander à ce que le personnage masculin soit mis en avant. Il m'est arrivé de travailler au développement d'une série, d'écrire la Bible, et on m'a dit c'est super, mais il faut que le héros ce soit le petit garçon et pas la petite fille. Les petits garçons, on va considérer que, peut-être à tort, qu'ils iront pas regarder un dessin animé dont l'héroïne est une fille. Le héros est une héroïne. Par contre, les petites filles, il n'y a aucun souci. Et elles peuvent regarder. Aussi, c'est des héros. Ouais, voilà. C'est des mecs. C'est des mecs, elles peuvent s'identifier à un garçon plus facilement. Un garçon, s'il s'identifie à une fille, peut-être qu'il ne le fera pas lui-même parce qu'il va se faire bâcher par ses copains. Mais s'il le fait, ce sera peut-être les parents qui vont faire. Ah bon, j'ai un problème, mon fils. Voilà, c'est ça. Tu as une baguette magique et il y a un diadème, mais comment Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ce milieu? On a peur de choquer les enfants, alors que les enfants ils se choquent pas forcément facilement, et puis ils ont surtout envie d'avoir des histoires à vivre, ils ont envie de vibrer, ils ont envie de voir des héros plus grands que le monde, qui dépassent tous les obstacles, et pas juste des trucs un peu lisses et mous, et au final... on a l'impression qu'on les arnaque un peu, quoi, pour certains. Un truc qui est étonnant, c'est que les séries, quand on les écrit en développement et quand on les vend en chaîne de télé, elles sont souvent très bonnes. D'ailleurs, les chaînes de télé, enfin, les interlocuteurs, etc., ils regardent Game of Thrones, ils regardent The Walking Dead, ils ont les mêmes goûts que nous pour certains. Et ils s'enthousiasment pas sur des séries tièdes. Ils ont l'enthousiasme pour des séries fortes. Et c'est au fur et à mesure en fait que les séries et que l'écriture s'attiédit. Actuellement, depuis une dizaine d'années, l'animation française se repose presque exclusivement sur les adaptations de bandes dessinées. Et c'est très chouette parce qu'il y a des BD, j'ai adoré travailler sur Kid Paddle ou Spirou et Fantasio, mais ça peut être aussi tragique parce que les scénaristes et les auteurs de projets ne peuvent pratiquement plus proposer de projets originaux. Et ça, en plus, pour les histoires de droit, ça résulte une paupérisation des scénaristes globalement en France. Donc voilà, ça c'est une chose, c'est vraiment super d'avoir des beaux projets adaptés, mais il ne faut pas adapter tout et n'importe quoi sous prétexte que les chaînes veulent de l'adaptation parce qu'elles se reposent sur la notoriété d'une licence. On a plein de talents, que ce soit graphique, d'ailleurs, ou scénaristes en France qui sont capables de pondre des projets originaux, très originaux. Et justement, on a une spécificité française peut-être qui est à trouver dans les projets originaux. Finalement, quelle est l'image des scénaristes dans le monde de l'animation francophone par rapport à certains pays anglo-saxons où il y a comme une culture du scénariste où ce dernier est mis en avant? Ça évolue, mais c'est pas encore idéal. Parce que déjà, quel que soit le support, le format, en France, c'est le réalisateur qui compte.
même si les choses évoluent et que les scénaristes français, grâce à des écoles de scénario, grâce au conservatoire, maîtrisent parfaitement les outils dramaturgiques, on aura tendance à préférer faire appel à des auteurs étrangers. Parce qu'on va se dire, ouais, les Américains ou les Anglais, ils ont ça dans le sang et ils font ça de façon très carrée, ils structurent de façon très carrée leurs épisodes et les Français, c'est... Donc, du coup, on a un peu tendance à trop fliquer les auteurs français, alors qu'ils seraient probablement, pour la plupart, capables d'écrire aussi bien que les Anglais. Je me suis rendu compte même que on permettait... Parce que je suis passée, en fait, je ne l'ai pas dit quand je me suis présentée, mais je suis passée par la case diffuseur. J'ai été un instant diffuseur pour M6. Et je me suis rendu compte que même moi, quand je lisais des textes écrits par des Américains, j'accueillais les choses de façon plus favorable que si c'était un Français. Et ça, c'est un a priori assez terrible. On laisse faire des choses aux Américains qu'on interdirait aux Français. C'est pour ça que les Américains, ils peuvent avoir des séries qui vont plus loin dans l'action, alors qu'en France, c'est tout de suite « oulala, non, faut pas ». Ça, c'est dommage. Ce qui joue aussi de manière assez forte, c'est les chaînes avec lesquelles on travaille, notamment si ce sont des chaînes comme Disney ou Nickelodeon ou Cartoon Network, des networks étrangers anglo-saxons. Alors si on travaille avec Disney France, pas forcément, mais si on travaille avec Disney États-Unis, il y a de fortes chances que ce soit le cas, qu'ils imposent en fait des auteurs anglo-saxons que eux-mêmes connaissent. Parce qu'a priori, ils n'ont pas spécialement besoin de scénaristes français pour faire leur série. Et comme ils sont en position de force et qu'en général ce sont des gros networks qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent imposer des scénaristes qui sont de leur cru, qui sont de leur nationalité. Du coup, on va bientôt terminer cette première partie. As-tu des conseils pour de jeunes scénaristes et des aspirants scénaristes? Oui, arrêtez tout. Non, tu peux pas leur dire ça. Ils sont en train de regarder cette vidéo. Non. Alors, le premier, c'est écrivez sans arrêt. Écrivez pour vous, déjà pour commencer, pour vous faire la main. Écrivez sur des projets personnels. Ce que vous écrivez, réécrivez-le. Apprenez à faire des modifications, apprenez à changer les choses, ne vous satisfaisez jamais d'une V1. Jamais. Même pour vous. Écrivez des projets perso que vous pourrez montrer, ce qu'on appelle des spec scripts ou des spec projects. Un projet que vous avez créé de but en blanc, que vous montrez à des producteurs ou des directeurs d'écriture et qui leur permettent de prendre la mesure de vos compétences, de votre talent. Et qui ne vont pas vous l'acheter votre projet. Par contre, ils vont vous dire « Ah, maintenant c'est vachement bien, on a un truc, pas dans la même tonalité, mais sur le même format, avec un peu le genre d'enjeu que tu mets en place là. On a besoin d'auteurs, bien. » Voilà. Ça c'est cool. Écrivez éventuellement peut-être des épisodes de vieilles séries. Pourquoi ceux qui sont fans de Code Lyoko et qui veulent être scénaristes, écrivez un épisode de Code Lyoko. Même s'il est invendable, ça montrera à un producteur que vous gérez, quoi. Et ça vous permettra aussi de demander à être correctement rémunéré. Parce que quand on est un jeune auteur, on sait ce qui est normal, hein, un directeur d'écriture, un producteur, il ne sait pas ce que vous valez, au sens propre même du terme, et donc il risque de vous demander d'écrire gratuitement. Des fois, on voit des choses aberrantes, des épisodes entiers écrits gratuitement, ça il faut dire non. Il faut dire voilà, vous présentez les projets personnels ou les spec scripts que vous avez écrits, et ça devrait suffire normalement à lui donner une idée de vos compétences et à vous faire un contrat, une commande et donc une rémunération. Pour conclure cette partie, peux-tu nous dire ce que tu aimes le plus dans ton métier? Alors, moi ce que j'aime, c'est écrire pour mon public, c'est-à-dire les enfants. Je n'écris pas pour une chaîne de télé. J'écris pas pour le producteur, j'écris avant tout pour les enfants parce que je me souviens de la façon dont moi, quand j'étais enfant, je recevais mes dessins animés préférés. J'ai envie de donner les mêmes souvenirs au public enfantin, les mêmes souvenirs émerveillés que j'ai moi de mes séries préférées, même si quand je les revois aujourd'hui, je me dis oh, c'était pas terrible en fait. Mais voilà, j'ai envie de les émouvoir. La matière première d'un scénariste, c'est les émotions et c'est les conflits. Voilà. Donc ça, moi j'aime créer des conflits, j'aime créer des problèmes avec mes personnages, leur faire vivre des choses merveilleuses ou plus difficiles et plus dures, et que le gamin, quand il va regarder l'épisode, il va en ressortir en disant
c'était vachement bien et j'ai envie d'aller dans la cour de récré ou avec mes copains et je vais rejouer cette scène et je vais rejouer le personnage parce que j'ai été, au sens magique du terme, enchantée, charmée. T'as déjà été témoin de scènes comme ça, d'enfants qui ont parlé d'épisodes que tu avais écrits? Oui, parce que moi je vais régulièrement faire des interventions dans les écoles primaires à rencontrer mon public, ou même d'ailleurs des gens plus âgés qui ont apprécié Col Lyoko et qui me disent ah mais oui cet épisode, c'est toi. Et... Oui, c'est ça la chose la plus touchante hein, et la plus enthousiasmante qui fait que je continue à écrire et que j'aime ça, au final, que j'aime ce métier. Puis voilà, j'écris aussi pour l'enfant que je suis restée. Je rêve de faire des projets un peu plus complexes. Parce que c'est vrai qu'à mon époque, à ma génération, nous, on regardait Albator, on regardait Capitaine Flamme, Ulysse 31, des choses un peu japonaises et qui étaient feuilletonnantes. Et je rêverais d'écrire des séries sur lesquelles il y a un fil rouge et du feuilletonnant pour me laisser des souvenirs. Hein. On en rêve tous. Et voilà, c'est ça. Cette première partie est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, merci à Ghislaine, merci au chat, et je vous dis à bientôt pour la seconde partie qui nous parlera un peu de comment ça se passe, l'écriture d'un épisode de série d'animation aujourd'hui. Ciao!